Bonsoir. Pendant l'émission d'hier sur l'affaire Sansal, l'avocat et défenseur des droits de l'homme, Saleh Dabbous, avait affirmé que le pire qui puisse arriver à un détenu en Algérie est d'être seulement algérien. Lorsqu'il a la chance de jouir d'une autre nationalité, alors il n'a pas de souci à se faire. On ne prête qu'aux riches. Cela a été le cas de Boualem Sansal, qui a été très fortement soutenu par son pays d'adoption, la France, et par tout l'Occident. Il a donc été gracié. Mais comme le pouvoir algérien en avait trop fait et qu'il s'était servi de cette histoire pour se faire mousser au détriment de la France, il a voulu faire croire qu'il n'avait opté pour cette grâce que pour une raison humanitaire, parce que Sansal serait dans un état de santé critique. Nous avons tous vu ce qu'il en était réellement. Nous avons tous découvert que c'est loin d'être le cas, que cet homme se porte comme un charme, au point où il semble être sorti d'une cure de jouvence. Une mine resplendissante, emplie d'enthousiasme et d'énergie, et qui va jusqu'à nous dire que la prison n'est pas si terrible que ça. Et pour cause, il nous rapporte qu'il était soigné par des professeurs de médecine, qu'il avait droit à une douche par jour, et en somme que la prison a été pour lui une sorte de villégiature. En plus d'avoir été gracié après une année de détention alors qu'il avait été condamné à 5 années de prison ferme. Grand bien lui fasse, et c'est tant mieux. Il n'avait rien à faire en prison, n'en déplaise aux haineux de tous bords et qui ont très mal pris son élargissement, sans toutefois avoir le courage de dénoncer ceux qui l'ont élargi. Mais dans les prisons de Tebboune et Chenguereha, il reste encore un otage français, Christophe Glaise, journaliste condamné à 7 ans de prison, pour des raisons absolument fantasmagoriques. Mais sinon, côté cour, côté nationalité algérienne, et dans les prisons du régime, des centaines de prisonniers politiques et de détenus d'opinion sont passés sous silence. Presque personne n'en parle, si ce n'est de rares militants, de rares ONG, surtout depuis l'étranger. Parce qu'au pays, le sujet est classé omerta, passible de graves ennuis dans ce système où les verdicts de ce type sont dictés aux juges indignes qui siègent au nom du peuple et rendent l'injustice sur injonction de leurs maîtres, ceux qui leur permettent de se livrer eux-mêmes librement à la corruption et de vendre leur jugement aux plus offrants. Dans les prisons algériennes, dont les conditions de détention n'ont rien à voir avec celles de Sansal, des centaines de prisonniers politiques et d'opinion, comme je viens de le dire, ont été passés en perte et oubliettes. Parce qu'il n'y a pas de société civile digne de ce nom à l'intérieur du pays. Parce que la peur règne. Parce que le pouvoir a réussi l'exploit de diviser les Algériens, y compris sur l'injustice qu'ils ont tous subie. Il y a d'abord les prisonniers politiques des années 90, dont très nombreux ont décédé en prison, souvent dans des conditions inhumaines. Pour une grande partie de l'opinion publique, malheureusement, conditionnés à rabord, ce ne sont que des terroristes qui mériteraient pire que ce qu'ils ont enduré et ce qu'ils continuent d'endurer. Pourtant, et de l'avis de témoins irréprochables, ils portaient presque tous des traces de torture visibles
lorsqu'ils avaient été présentés devant leur juge scélérat. Ils avaient presque tous déclaré qu'ils avaient été contraints de signer leurs aveux sous la torture. Mais peine perdue, leur sort était scellé avant même qu'ils ne soient présentés. Ne vous amusez surtout pas de les défendre, vous seriez catalogués de terroristes islamistes. Mais il y a aussi un grand nombre de détenus d'opinion qui ont commis le crime d'avoir milité pour un État de droit, pour avoir refusé de se taire, qui avaient dénoncé les abus d'un pouvoir despotique, et pour certains parmi eux, souvent pour un post sur les réseaux sociaux, pour avoir appelé leur peuple à la résistance, ou comme Mohamed Tajadid, pour avoir chanté la liberté, pour avoir fait sourdre de sa belle âme un poème pour sa patrie enchaînée. Si vous vous avisez de tenter le moindre murmure pour leur libération à ses frères, à ses enfants, à ses fils, vous vous désigneriez vous-même à la vindicte des Bédiciennes au Fambaria. Et il y a aussi ces centaines de prisonniers, ex-barons du régime et ses alliés, jetés en prison dans des parodies de justice pour des raisons bassement politiciennes, ou pire encore, pour des règlements de compte, des pulsions revanchardes d'un président désigné par la junte et qui n'a pas oublié, qui n'a oublié personne parmi ceux qui l'avaient humilié ou méprisé, dont 3 ex-premiers ministres, des dizaines de ministres, des dizaines de généraux parmi les plus importants du pays et des centaines d'ex-notables et hauts fonctionnaires en tout genre qui étaient dans les premiers cercles ou les coulisses du pouvoir et qui aujourd'hui ne sont défendus par personne. Revendiquer pour eux une justice sereine vous ferait passer pour un martien, pour un bouteflикiste, alors que la plupart qui les traitent aujourd'hui de Aïsaba, de gang, y compris Tebboune et Shengriha eux-mêmes, leur manger dans la main et leur brosser les chaussures. Défendre un Belrith vous vaudrait d'être traité d'arabiste, d'anti-amazir. Dénoncer le procès inique des maquistes vous vaudrait d'être qualifié de traître et de sioniste. Revendiquer la séparation des pouvoirs telle qu'inscrite dans la constitution même du régime vous désignerez comme un mercenaire de l'étranger qui veut faire exploser le pays. Voilà où nous en sommes. Prisonniers du régime, chacun sa caste. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau mon ami Ali Aïdjoudi, président de Riposte International, connu pour son long cheminement militant. Ali Aïdjoudi, merci d'être avec nous. C'est gentil. Bonsoir, c'est Djemed. Bonsoir. Un plaisir de te revoir sur le plateau après plusieurs années. Ah oui. Et mes salutations à ceux qui nous suivent à cette heure-ci. Merci beaucoup. Et depuis l'Algérie, Maître Majid Hachour, lui aussi militant connu dans le pays, dans les milieux du Hirak, avocat, défenseur des droits de l'homme à Tizi Ouzou. Maître Majid Hachour, merci d'être avec nous. Je le salue au passage, c'est un camarade, oui. Un camarade de lutte. Ah, peut-être qu'il n'est pas encore avec nous, j'espère que... Alors, je vais commencer par Ali Aïdjoudi. Ali Aïdjoudi,
militant connu, qui n'est plus à présenter depuis longtemps, de toutes les bonnes causes, de toutes les causes sincères pour ce pays, pour l'avènement de la démocratie, pour la défense des opprimés. Vous avez créé en 2017, avec d'autres camarades, comme vous le dites, Saïd Boukhari, paix à son âme. 8e Saïd anniversaire. Boukhari, l'ami. Oui. سلم بزاف. Il est décédé. Saïd Boukhari, pardon. Ben oui. حبيبنا Ça Saïd fait Boukhari. 8 ans, c'est le 8e والله سامحني anniversaire. سامحني. J'ai pensé à notre ami Saïd. معليش. ربي يرحمه Saïd Boukhari. On est restés ensemble Bien sûr. à Paris plusieurs fois. Et donc, ربي يرحمه. Vous avez créé donc Riposte Internationale, une petite association au départ, mais qui n'a pas tardé à devenir un véritable success story. C'est devenu aujourd'hui une ONG de portée internationale, reconnue par ses pairs, reconnue par d'autres associations internationale, vous allez nous en parler dans la fameuse Fédération internationale pour la défense des droits humains. Et moi, personnellement, je vous dis bravo, ainsi qu'à tous vos camarades, et merci pour vous porter ainsi au front de la libération et de la lutte contre l'oppression. Est-ce que vous pourriez nous dire deux mots sur Riposte Internationale en attendant que la vidéo soit prête pour la présenter? Tout d'abord, je te remercie, Sidi Djamel. Et on lutte en collaboration avec beaucoup de camarades. Il y a d'autres organisations. Malheureusement, ils étaient cassés par le pouvoir, notamment l'association RAGE et la DDH, la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, et donc, qui était dissoute en Algérie. Donc, ils ont créé le comité de sauvegarde de la LDDH. Et donc, il y a encore des avocates comme Majid Hachour, il y a d'autres avocats, je ne citerai pas le nom pour ne pas attirer les foudres ou les projecteurs sur eux, pour les sécuriser. Donc, on travaille, c'est-à-dire dans une dynamique de groupe. Il y a des associations à ce jour avec qui nous collaborons, on échange. Donc, il y a beaucoup d'avocats, nous avons beaucoup de camarades militants. C'est grâce à eux, d'ailleurs, qu'on est alimenté. C'est grâce à eux qu'on publie chaque année un ouvrage, un rapport sur la situation des droits humains en Algérie. Tout d'abord, c'est un travail de mémoire. Deuxièmement, comme le pouvoir tout le temps dit que c'est un mensonge, il n'y a pas de détenus. Donc, nous avons publié à ce jour 5 ouvrages. J'ai bien dit que c'est un travail de mémoire parce que rien ne se fait, rares sont les écrits parce que à l'intérieur du pays, donc en dehors de quelques ouvrages qui ont été édités par Zqit Larbi, et aujourd'hui l'édition Koukoui, dans le collimateur du pouvoir, il a été exclu du CLA depuis 3 ans, même exclu dans les événements au niveau local. Donc, on essaye l'avantage pour nous, c'est que le fait qu'on soit à l'étranger, nous avons justement, j'ai cette chance donc d'être en face de vous sur un plateau, et je passe aussi sur d'autres chaînes, France 24, d'autres chaînes du monde arabe et française, allemande. Donc, ça nous donne un petit peu de visibilité. Et donc, quelle est la composante humaine de Riposte Internationale? Est-ce qu'il y a exclusivement des Algériens? Est-ce qu'il y a un peu de toutes les nationalités? Écoutez, au début, il y avait, d'ailleurs nous l'avons créé avec des Libyens, des Tunisiens, donc Khaled Khmira est décédé paix à son âme, avec des Tunisiens, Houssam il est encore en Tunisie, il est toujours là. Nous avons avec nous aussi des camarades marocains, Majid Ouassou. Donc nous avons des camarades dans différents pays. D'ailleurs, pour vous dire que nous avons un bureau au Sénégal qui est présidé par Ibrahima. Nous avons accrédité des militants au Canada, en Angleterre, à Genève,
Donc c'est ce qui fait que nous avons un petit réseau avec qui nous travaillons. Et puis les camarades du groupe de solidarité, vous allez les inviter, je pense, je vous ai déjà abordé, j'ai déjà abordé avec vous le sujet. Donc on mène un travail, c'est ensemble que d'abord qu'on fait ce travail collectif. D'ailleurs, par exemple, à titre d'exemple, depuis lundi, il y a 19 associations et ONG qui ont signé une déclaration pour dénoncer la peine de 15 ans de prison contre Ali Maamri. Vous voyez un petit peu, c'est pour donner cette visibilité à notre travail. Aussi, le pouvoir ne peut pas dire que vous montez. Et d'ailleurs, nous allons voir une vidéo qui vous concerne ça, et qui gagnerait à être suivie par les Algériens pour qu'ils reconnaissent votre mérite à vous et à tous vos camarades pour tout ce que vous êtes en train de faire pour l'image des défenseurs algériens des droits de l'homme et de leurs camarades de tous les pays. Regardons ensemble. Donc, on va passer à l'examen de la situation de la riposte internationale et on va proposer au délégué qui a pu venir à Bogota de se lever pour qu'on puisse l'identifier. Merci. Cette association enregistrée en France a été créée en 2017. Elle travaille sur la situation en Algérie. Nous avons fait un travail de documentation et de plaidoyer très important avec cette organisation. Nous avons aussi contribué à l'organisation, préparé à la visite de rapporteur spécial de l'ONU en Algérie en 2023. Et cette association aussi a beaucoup contribué à notre programme sur les droits économiques, sociaux et environnementaux que nous avons à la FIDH, qui intègre aussi l'Algérie. Nous avons une coopération qui est très importante. La complémentarité aussi spécifique et l'intérêt d'un aussi riposte internationale et sa connaissance et son travail notamment sur les droits des minorités et des populations opprimées dans les en Algérie. Cette demande, bien sûr, d'adhésion est soutenue par nos autres organisations membres en Algérie. Merci, Julia. So we go for the vote. Any members against of the admission of Riposte International? No. No. Any members abstaining of voting? No. That means we will all welcome very humbly. Good to see you. Bravo, Rouhali, yatekoum saha. Bravo, franchement, ça fait plaisir. C'est à l'occasion de l'Assemblée générale de la FIDH à Bogota. Donc, la FIDH, c'est d'ailleurs notre ami Aïssa Rahmoun qui était à mes côtés à Bogota. Oui. Donc, c'est le secrétaire général de cette fédération. Oui. Donc, nous avons justement la chance de l'avoir à cette fédération. Donc, c'est la plus ancienne. Elle a un siècle et quelques années. Donc, il y a 187 organisations sur les 4 continents à l'échelle planétaire. Magnifique. Voilà, magnifique. C'est une success story, réellement. Alors, avec nous depuis l'Algérie, Maître Majid Hachour, merci d'être avec nous, Maître. Bonsoir tout le monde, bonsoir à vous deux. Je suis très heureux d'être parmi vous. Merci pour l'invitation. On ne vous voit pas, est-ce que vous n'êtes pas... Non, c'est juste avec l'audio, je ne suis pas beau à voir. Ah, eh bien, écoutez, Maître Majid Hachour, en tant qu'avocat, de défenseur des droits de l'homme, d'avocat très remarqué du Hirak, d'abord, cette catégorisation des prisonniers du pouvoir algérien entre hirakistes ou apparentés tels, entre islamistes des années 90, dont la plupart sont déjà morts, décédés en prison,
entre les anciens barons du régime qui ont été jetés en prison dans des parodies de justice parce qu'il est question de vider l'espace pour ne pas gêner Tebboune et Shenghariha, mais aussi pour des règlements de compte entre M. Tebboune lui-même et Shenghariha d'un côté et la plupart de ceux qui sont en prison de l'autre. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Pourquoi les Algériens font-ils en sorte de compartimenter ainsi les prisonniers politiques? Par exemple, le MAC d'un côté, les arabistes comme Belrith de l'autre. Pourquoi? Est-ce que c'est le régime qui a manipulé pour nous amener ici à nous diviser, y compris sur un gros problème d'injustice et d'oppression? Ben, ils ont tout le temps marché avec la bipolarité, à savoir, on dirait que ils ont un besoin vital de bipolariser. Rappelez-vous, durant la guerre de libération, les gens de l'extérieur et les gens de l'intérieur, après groupe Tizi Ouzou, groupe d'Oujda, groupe de Tlemcen, après les impérialistes et les réactionnaires, les Amazirs et je m'excuse, c'est malheureux, j'ai du mal à le prononcer, les Amazirs et les Arabes, après les démocrates et les islamistes, après maintenant nous avons affaire les régions, la collège 1, Kabylie, collège l'Oranie, 2. les Chaouia, le Sahara. Voilà, exactement. Alors depuis le temps, il n'a pas fini de nous opposer les uns les autres. Parce que finalement, on s'interroge. Majid Achor, ils procèdent de ces ruses et de ces manœuvres sordides. C'est compréhensible, ils veulent se maintenir au pouvoir. Mais nous, la société, comment pouvons-nous nous laisser faire ainsi, nous laisser monter les uns contre les autres, y compris contre ceux qui se sont battus pour notre liberté, qui sont battus pour l'avènement d'un État de droit? Non, mais tu y participais de la manœuvre du pouvoir. Hein. Moi, quand on dit quant à nous, c'est vrai qu'il y a une certaine élite qui laisse faire, soit d'une façon active ou d'une façon passive. Mais moi, le peuple me le mouche. Le peuple, quand il y avait une seule télé, un seul journal et une seule radio, ils ne pouvaient pas s'informer, ils pouvaient pas, ils ont coupé tous les liens entre les Algériens. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, Majid Achor. Aujourd'hui, Internet, le monde est devenu un village où tout le monde est connecté, où tout le monde sait ce qu'il se passe ailleurs, où il n'est nul besoin d'être grand clair pour comprendre que ce pouvoir est un pouvoir prédateur, mafiocrate. J'allais y venir depuis ma première intervention. Oui. Donc, je voudrais continuer dans ma démarche. Donc, je disais qu'il a tout le temps vécu par la bipolarité et par la division. Je m'interrogeais est-ce que ces pratiques ne contribuent pas vraiment à menacer l'unité nationale et qui menace l'unité nationale. Aujourd'hui, parce que nous avons un pouvoir qui n'est pas inventif, c'est un pouvoir qui répète les mêmes réflexes. C'est un pouvoir qui, s'il se renouvelle point de vue système, mais point de vue idée, il est resté le même. C'est un pouvoir qui répète. يجتر كما يقولوا يتعاود يفز يجتر. C'est un pouvoir qui répète les mêmes réflexes. Il est tout le temps dans la division, il est tout le temps dans le séparatisme. Je vais aller jusque-là. Mais justement, à partir de 2019, quand vous dites que maintenant, bon, il y a Internet, il y a Facebook, etc. Cette question d'unité nationale, cette question d'unité dans la diversité, le Hirak l'a tranché. Je m'excuse d'y revenir parce qu'il y a des gens à chaque fois. Et on dirait qu'on ne peut plus maintenant parler de Hirak. Dès qu'on parle du Hirak, ça commence à grincer. Bon, mais c'est ça une autre histoire.
Mais Pourtant, le Hirak régime lui-même, quand il parle du Hirak, il dit le Hirak al-Mubarak, alors qu'il jette ah, les lui, Hirakistes en ouais. prison. Ouais, oui, oui, lui, il a le droit d'en parler, mais s'il en parle, c'est pour mieux le nier. Bref, donc cette question a été résolue. Rappelez-vous l'histoire du drapeau à Mazir. Quand l'un d'eux a fait le discours, c'était l'amateur des discours du mardi, on est justement le mardi. Un amateur des discours du mardi avait dit, avait posé la question sur ces drapeaux-là qui circulent. Et les gens d'Alger, et parmi eux, il y avait Tajadid, il y a eu Souhaib Debari, Khadim, il y avait ces gens-là vont être jugés le 30. Justement, pour une autre histoire, mais Malish, c'est juste un rappel. Ils sont descendus pour dire que Kazbab Belouad vit Maziran. À Tlemcen, ça s'est passé à Tlemcen, ça s'est passé aussi à Guelma, à Naba, etc. Mais qui divise, mais qui continue dans la division, pourtant cette histoire, une histoire qui a été tranchée, mais qui continue comment dire, à remuer ce qui ne peut être remué que chez eux, même sur Facebook. Je me souviens de votre post. Parce que ça divise. Et quand ça divise, ça arrange le système. C'est aussi simple que ça. Mais c'est clair. Il ne voudrait pas d'un peuple uni, c'est une évidence. Il ne voudrait pas d'un peuple uni. D'accord, mais je me rappelle de votre poste, quand vous parlez justement de cette question. Attention, mais à présent, cette question n'est évoquée que sur Facebook, avec des gens, quand je pense qu'il y a des gens qui ont 4-5 téléphones pour parler, pour comment dire, faire circuler un discours anti-X et anti-Y entre la nuit et le jour, ou le jour et la nuit. Majid Ashor, est-ce que vous avez, pardon de vous interrompre, est-ce que vous avez le nombre des prisonniers politiques, d'opinion, du régime, les ex-barons? Est-ce que vous avez une idée de leur nombre à peu près? Jusqu'à maintenant, on a à peu près 296 détenus d'opinion. Quant à enfin, aux chiffres autres que les détenus, vous savez bien que dans notre pays, c'est un peu un terrain réservé. On n'a pas le droit Classé d'en secret parler. défense. Oui, bien sûr, c'est secret défense. Donc, on n'a pas le droit d'en parler. Alors que on parle de plus de 60 par là, de plus d'une quarantaine par là-bas. Permettez-moi de faire des paraboles. Donc, il y a plus d'une soixantaine par là-bas, et une centaine, plus d'une certaine par là. Mais le problème, il est où? Le problème, c'est que ce qu'on nous cache, ce qu'on essaye de nous faire omettre ou de nous faire oublier, c'est que tous ces détenus rentrent dans un problème global. C'est celui de l'autoritarisme. Oui. Restez avec nous, Majid Ashor, je reviens à vous dans un instant. Elie, est-ce que vous avez une idée de l'ampleur des dégâts, si je peux dire, ces prisonniers dont on parle dans leurs catégories respectives? Oui, bien sûr. Je prendrai déjà le cas des gens qui ont entamé la grève. D'abord, il y a ce sentiment d'injustice. Tajadid est toujours en grève de la faim? Non, il a arrêté sa grève aujourd'hui. Il a été mis en isolement. Au lieu de le mettre dans l'infirmerie, Deuxièmement, il a perdu 10 kilos de son poids. En 6 jours de grève. En 7 jours de grève. Donc, suite aux pressions de sa famille et des avocats, on a eu l'information ce soir qu'il a cessé, donc il a arrêté cette grève. Et tant mieux, je me réjouis, je suis très heureux que cette grève, que Tajadid a mis fin à cette grève. Je le souhaite aussi pour Cherif Mellal,
parce que le pouvoir, justement, il veut se débarrasser de ces symboles, parce que Cherif Mellal, Mohamed Tajedid et tous ces détenus, quand même, Mohamed Tajedid, c'est le symbole de la jeunesse, de l'espoir, et le symbole de résistance et de lutte pacifique. Vous savez, quand on prive quelqu'un de sa liberté, justement, il n'y a pas que la privation de liberté. Il y a justement le traitement. D'ailleurs, il faut prendre exemple, quand Sansal a pris la parole sur la 2, il a dit comment, tout d'abord... Il manquait de rien, mais il a dit le fait de dire viens par là, passe par là, c'est voilà. des atteintes à la dignité bien quotidienne. sûr, il n'y a aucune dignité, voilà, aucune dignité dans une prison. Tout d'abord, vous savez, quand on forme les policiers, les gendarmes, c'est pas comme d'autres pays donc, qui font justement, qui forment leurs policiers, leurs gendarmes pour accompagner la population, imposer le daroua sans violence. Et commencer eux-mêmes à respecter la loi. Absolument. Et n'utiliser la violence qu'en situation de légitime... violence légale. Voilà, de défense. Par contre, en Algérie, d'ores et déjà, on forme les policiers comme si, voilà, soit c'est vous, soit c'est eux. Voilà. Soit c'est nous, le pouvoir, donc soit les militaires. Ah, tu ne soutiens pas l'armée? Ben, tu es un traître, tu es coupable, voilà, c'est la haute trahison. Il faut soutenir la police, il faut soutenir l'armée. Il faut justement, il faut faire un seul corps, une seule pensée. Nous sommes l'armée, nous soutenons l'armée. Et pourquoi on ne soutient pas la santé? Pourquoi on ne soutient pas l'enseignement? Parce que la junte militaire qui a pris le pouvoir utilise justement ces militaires, ces pouvoirs militaires, parce que ces généraux qui touchent des dizaines de millions en dinars et en dollars. Ce n'est pas le cas des pauvres soldats qui sont dans le désert, aux frontières, et qui n'arrivent même pas à subventionner à leurs besoins et qui n'ont pas de logement, ni aucun suivi, aucune aide. Ils sont livrés à eux-mêmes avec des salaires de misère. Des salaires de misère. Donc, l'humiliation, d'abord, cette injustice qui tombe. Et puis, le malheur de la famille. Vous savez, on a mis des gens à 700, 800 kilomètres de leur domicile. Donc, vous imaginez une maman, vous imaginez une épouse qui va se déplacer du centre vers le sud ou de l'est. Vous parlez des détenus, hein? Des détenus, bien sûr. Sont éloignés absolument. Délibérément. Et de leur famille. Vous savez, je retiens que Marzouk Touati, qu'on a mis pratiquement en résidence surveillée. Et il ne peut plus s'exprimer, il ne peut plus travailler, il a été condamné. Et donc, heureusement qu'il y a sa famille qui le soutienne. Et il vit une prison chez lui. Et c'est le cas aussi de Karim Tabou, c'est le cas de Fkhir Arras et son épouse Msaouda, que je salue au passage. Et c'est le cas de Khaled Zagarth. Et vous savez, Mira Mouknache a reçu 3 convocations pour le même jour. Une à Bidjaya, une à Alger, une à Oran. Elle doit se partager en Tarwa pour être présente. Et quand elle n'honore pas justement cette convocation, elle ne se présente pas, elle est sanctionnée. Donc, juste pour vous dire, et les 200, parce que le nombre de détenus varie entre 200, au début, ça descendait jusqu'à 214, et puis c'est 250, 270, et là, j'apprends que le chiffre aussi augmente. Voilà, donc ça, c'est les détenus du Hirak. Du Hirak, absolument. Et les détenus islamistes qui sont dans les... On n'a jamais eu de statistiques ni de chiffres. Vous savez, quand il y a eu la pseudo-réconciliation nationale, parce que il n'y a jamais eu de réconciliation, ils ont dédommagé les terroristes. Ils se sont auto-amnistiés et amnistié leurs terroristes islamistes. Absolument. Absolument. Donc, il y a des groupes illicites, il y a des groupes islamiques armés. Oui. Donc, ils les ont dédommagés. Ils ont dépensé des milliards
eh bien, les victimes Ils sont devenus des personnalités nationales. nationales, oui. Ouais. Madani Mzrag a même annoncé sur la chaîne de télévision qu'il a égorgé un militaire, gendarme, un militaire et qu'il avait sur le encore genou. sa Kalachnikov. Absolument. Ouais. Donc, juste pour dire qu'il n'y a jamais eu de réconciliation. Parce que la réconciliation, c'est d'écouter la victime et son bourreau. Et c'est ça la véritable réconciliation. D'abord un travail psychologique, un travail social et un travail politique. Et puis, il faut qu'il y ait un dédommagement. Malheureusement, on n'est pas passé par ces étapes. À ce jour, personne ne peut parler. Et personne ne peut dénoncer. Aujourd'hui, les terroristes qui ont égorgé des familles, ils sont dans le même village, avec une notoriété, et les victimes sont à ce jour victimes. Mais plutôt, je parlerai des détenus. Les détenus, vous savez, je vais raconter une chose. Il y a un détenu, une famille d'un détenu qui nous a contactés en disant que... Un détenu du Un Hirak. détenu de Hirak, bien sûr. Donc, Ouais. il y a 296, je vais prononcer même le chiffre, répéter le même chiffre que mon ami Maître Hachour, détenus. Et un membre de la famille nous a contactés pour dire est-ce que vous pouvez dénoncer. Alors, la direction pénitentiaire a demandé aux détenus de contribuer financièrement pour acheter des climatiseurs. C'est incroyable. Pour dire, c'est-à-dire, au lieu que ce sera l'État qui doit protéger, et dans le Faroua, et dans les grands chaleurs, eh ben, par la suite, j'ai consulté l'avocat parce que si on cite l'établissement, on cite une personne, on risque de l'exposer De lui faire encore. des problèmes. Juste pour dire qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Et puis, auparavant, il y avait des couffins, c'est-à-dire la famille peut, chaque jour, prendre de la nourriture. Ben, ce n'est plus le cas. Et quand un avocat rend visite au détenu, lui-même, il est arrêté, il est condamné. Donc, c'est un état de non-Darwa. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous sur ce point, parce que on va demander tout à l'heure à Maître Majid Hachor, il y a des avocats qui rendent visite aux détenus qui ne sont pas arrêtés. Absolument. Heureusement, d'ailleurs. Heureusement. Ouais. Vous savez, il y a des détenus, je ne retiens pas le nom, j'espère Majid retient le nom. Donc, il a été arrêté à côté, devant la personne qu'il défendait. Un avocat en prison. Il va nous dire, Majda. Bien sûr. Mais la question que je voulais vous poser, qui est très importante de mon point de vue, parce que, ça veut dire que lorsqu'on défend les principes de la justice, de présomption d'innocence, d'un procès équitable, on défend le droit de tout le monde. Alors, ces gens qui sont en prison, les premiers ministres, les trois premiers ministres, les ministres, les généraux-majors qui sont en prison parce que, bon, on leur a reproché des indélicatesses. Et qui leur a reproché des indélicatesses? C'est leurs propres complices, leurs propres compères qui sont en liberté, qui sont au pouvoir. Pour se débarrasser d'eux, pour faire place nette à Tebboune Chengreha, ils ont débarrassé le terrain, mais sans pour autant leur témoigner une quelconque sympathie. Mais c'est une injustice. On a le droit de les juger, mais on les juge de façon correcte, de façon légale. Vous vous rappelez, Yahya, quand il a perdu son frère et qu'il a été humilié, de la façon avec laquelle il a été humilié, les menottes avec des gendarmes de part et d'autre au cimetière. Et donc, nous avons le devoir, je crois, de les défendre de la même manière que nous défendons tous les détenus qui n'ont pas été, emprisonnés de façon légale, de façon juste, dans le respect de leurs droits. Pourquoi, justement, tout le monde considère comme les hafim, y compris ceux qui leur brossaient les chaussures. Les hafim, pourquoi? Tout d'abord, pourquoi on revendique une période de transition, une ouverture démocratique, justement,
pour que cette dictature cesse d'exercer cette violence et autoritarisme. La seule façon d'aider, y compris les ministres, c'est d'aller vers une véritable transition, une ouverture politique et libérer les détenus. Quand on dit les détenus, c'est au sens large du mot. Vous savez, les détenus de 90, ils n'ont pas été jugés dans des conditions normales. Et puis il y a certains aujourd'hui qui ont 35 ans. Vous savez, il y a des familles qui supplient le pouvoir de libérer pour qu'ils laissent leur père mourir, c'est-à-dire rendre l'âme chez eux. Ça y est, ils sont en phase finale. Mais ils s'en fichent, justement. Ils gardent, parce qu'on entend de temps à autre qu'un terroriste a été arrêté, parce qu'ils sont, beaucoup de détenus sont dans le 7e sous-sol, dans des situations catastrophiques avec leurs barbes, leurs cheveux, et de temps à autre, ils les mettent dehors, ils tirent, voilà, donc on a tué un terroriste, comme s'ils sont encore, c'est des terroristes qui sont encore... C'est du gibier qu'ils gardent pour l'occasion. Donc malheureusement, le problème, c'est qu'il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de transparence. N'importe qui peut imposer sa loi. Un policier, c'est le chef du lieu. Un gendarme, c'est le chef du lieu. Un langage violent, un langage vulgaire. Et c'est le cas, on répète dans les coulisses les propos de Gaye Salah et les propos de ces généraux, y compris des gens qui nous gouvernent. Donc, comme il n'y a aucune transparence, et la justice qui doit jouer ce rôle, parce que c'est la justice qui... Mais cette justice est soumise, et tape la ventre devant l'exécutif. Donc, elle est véreuse, elle est corrompue. Le chef qui n'a pas de chef. Voilà, je ne sais pas si la traduction est fidèle. Donc, chacun est maître à bord. Celui qui travaille dans les douanes, c'est lui le chef des douaniers. Un policier, donc c'est lui le ministère de l'Intérieur. Et voilà, donc le pauvre citoyen est diminué donc de tout et livré à l'injustice. Justement, aujourd'hui, tout le monde a peur. A peur de quoi? A peur de quelque chose. Il a peur d'une injustice. On a peur qu'on lui monte un dossier. On a condamné des gens, on a jeté en prison des gens pendant 3 années. Ils étaient par la suite libérés, c'est-à-dire innocentés. Mais qui va leur rendre les 3 années? Le problème, même les gens qui sont dehors aujourd'hui, qui ont passé, donc purgé leur peine, et même innocentés, ils n'ont jamais été réhabilités, ni aider à réintégrer leur poste de travail. Quelqu'un a dit un jour, je ne sais plus qui, c'est facile de froisser une feuille de papier, mais c'est très difficile de la rendre comme elle était. Une fois qu'elle est froissée, une fois que votre honneur a été mis à mal, c'est difficile de vous... Alors, Majid Hachour, d'abord, quel est cet avocat, si vous pouvez, pardon, nous donner son nom, qui a été mis en prison parce qu'il a visité un détenu? Peu importe l'avocat, peu importe l'avocat, peu importe le nom, il s'agit de faits. Mais moi, je rebondirai sur une chose, c'est que quand on est dans la politique répressive, la politique répressive contribue beaucoup plus à faire ou à construire du détenu, à défaut de construire ou de faire dans le citoyen. Et cela implique ce manque de respect à l'égard des citoyens, ce manque de respect à l'égard des avocats. Des avocats ont été poursuivis juste parce qu'ils défendaient X ou Y. Et c'était mentionné dans des procès publics. Les concernés ont déposé des plaintes sans suite. Ceux qu'ils ont cités ont aussi déposé des plaintes sans suite. En 2019, parce que comme on a pas beaucoup de temps, j'aimerais qu'on traite de l'essentiel surtout, bien que tout soit important dans cette affaire. Qu'est-ce qui explique
que certaines catégories, comme je l'ai dit tout à l'heure, par exemple les barons du régime qui sont en prison, et qui sont en prison de façon injuste, à travers des procédures cousues de fil blanc qui se veulent des procès soi-disant qui rétablissent la justice, alors que ce ne sont que de vulgaires règlements de compte. Quand on examine le cas des maquistes, quand on examine le cas, par exemple, de Belghith, quand on examine le cas d'ex-clientèle du régime qui ont été ruinés, jetés en prison, la plupart des gens, à part les hirakistes, où il y a un consensus national, où tout le monde considère que ce sont les enfants du pays qui sont en prison parce qu'ils ont défendu le droit et la dignité des Algériens, les autres détenus qui ont pourtant été condamnés de façon injuste, jetés en prison, maltraités, calomniés, personne ne les défend, et lorsque vous vous avisez de le faire, les uns ou les autres vous traitent soit de traîtres, soit de mercenaires, soit de kabylistes, soit d'arabistes, soit de sionistes, soit de Aïssabat Bouteflika. Pourquoi ne pas comprendre que devant la justice, nous sommes tous égaux? Nous avons tous le droit à une défense juste. Nous avons tous le droit à la présomption d'innocence, à un procès équitable. Qu'est-ce qui explique ça, Majid Hachor? Trop d'idées à la fois et trop de questions à la fois, mais je vais essayer quand même d'y répondre. On ne sort pas de la stratégie de division, répression, division, diabolisation, répression. Division, diabolisation, répression. Regardez qu'est-ce qui se passe. On diabolise exprès pour créer des courants et des contre-courants, des pour et des contre. Après, on laisse augmenter la crise, on laisse chauffer l'atmosphère pour qu'ils interviennent et qu'ils justifient la répression. Voilà ce qui se passe, que Belghith, que Sansal, ou quelque... Le fond est le même. Il s'agit d'être lucide. Le fond est le même. Aujourd'hui, le pouvoir, ce qui inquiète le pouvoir, ce qui le fait courir ou paniquer, c'est qu'il n'a jamais vu une vague aussi forte. Je ne fais pas dans le ferferisme ou dans le populisme. La réalité, elle est là. Le Hirak a été une lame de fond et les a ébranlés. Mais pourquoi ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a jamais assisté à une conscience du peuple, comme celle de 2019, à un éveil du peuple comme celui de 2019 et qui dure jusqu'à maintenant, malgré qu'il ait agi, je le répète, dans la division, dans la répression, qu'il continue à poser les uns contre les autres tactiques très vieilles, parce que nous avons, même s'il se renouvelle de point de vue, composante, mais de point de vue idée, il ne s'est pas réinventé. Et quand on dit que il se recycle, ok, mais il ne se réinvente pas à point de vue idée. Toutes ces idées-là, toutes ces démarches-là, il les a utilisées, il les a usitées, il les a utilisées depuis pratiquement 62. Donc, le problème aujourd'hui, c'est que on a assisté à une parodie de justice depuis au moins 2019. Et moi, je pense que depuis 62, on assiste à ce phénomène de parodie de justice. Rappelez-vous le procès d'Aït Hamed, celui qu'on a jugé de traître, celui qu'on a condamné et qui avait dit que finalement le traître a été capturé, c'était le titre de la presse. Alors, Majid Hachor, restez avec nous. Nous arrivons à la fin de l'émission. Ali Aïdjoudi, vous allez avoir le mot de la fin.
Comment voyez-vous la situation? Comment sortir de ce coma politique? Comment en arriver à comprendre enfin que nous sommes tous égaux devant la justice, du moins sommes-nous censés l'être, que la justice doit être souveraine, qu'elle ne doit pas fonctionner au téléphone, que les gens qui sont en prison ont droit à un procès juste, et comment faire pour que la société civile et que la société tout court puissent se porter à leur côté et les aider à sortir de cet enfer. Oui. Vu que, d'abord, il faut dire que la seule solution, c'est un soulèvement. Il n'y a aucune solution. Parce que toutes les propositions qui ont été faites depuis 2019 par le Hirak lui-même quand il était au sommet et par les militants, ceux qui restent, ceux qui luttent encore, qui résistent, parce que ça ne veut pas dire que ceux qui ne disaient rien ne résistent pas, parce que je salue le peuple contre les élections du 7 septembre, avec toute la campagne de Tebboune, il a obtenu 0. Donc pour dire que le peuple s'est toujours exprimé pour rejeter le pouvoir. Maintenant, il faut dire qu'on n'est pas vraiment en position de force, c'est ce qui fait la force du pouvoir. En 2019, on était unis. Donc on a vraiment fait peur, le pouvoir a basculé dans le vide. Donc la seule solution, c'est le soulèvement, c'est la résistance, c'est le refus et le refus de la soumission. Les détenus, il faut dire aussi qu'il y a des gens qui sont dehors, qui sont plus violentés que les détenus eux-mêmes. Donc, j'ai cité des noms, mais il y a aussi des cas. Mohamed Teferka, un président d'une association ici en France, qui a été condamné. Il a purgé sa peine et ils l'ont empêché depuis 2023, d'abord de son passeport, et empêché de rejoindre sa famille. Il vit seul en Algérie. C'est une punition, bien qu'il a purgé sa peine. Vous savez, la violence, ce n'est pas seulement dans la détention, mais la violence, c'est quand on vomit dans le collimateur. Merci Lia Djoudi, merci Maître Majid Hachor. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bonne soirée à vous.